États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger de se retirer de la Cour pénale internationale, une décision qui, sans surprise, en tout cas a aussitôt suscité des réactions un peu plus vives de la part d'organisations comme Human Rights Watch et Amnesty International qui dénoncent pour leur part un recul des droits humains. Mais au fond, de quoi se mêlent-elles, ces ONG? Ont-elles finalement, ou alors clairement, une forme de légitimité à remettre en cause une décision prise par des États souverains dans le respect de leur constitution et de leurs intérêts stratégiques? Pourquoi leur discours semble-t-il ignorer les réalités sécuritaires, politiques et même historiques de ces trois pays? On en parle avec vous, Président Banakani. D'abord, décision attendue, la sortie des trois pays au sein de la Cour pénale internationale. Ben, ça peut être une excellente nouvelle. Excellente nouvelle. Et c'est une question de cohérence. La trajectoire que ces pays ont pris appelait une telle décision. D'abord même pour donner du sens à la fédération. Le Congourma, c'est-à-dire l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le sens même de cette fédération, Fabrice, ne pouvait pas se limiter simplement à une dynamique sécuritaire. C'est-à-dire que il fallait donner du sens au niveau le plus élevé, au-delà des questions de la frontière sécuritaire. Parce que dans la lutte contre l'insécurité, on voit bien que ces pays-là font face à toutes sortes d'ingérences et de menaces qui s'appuient sur la rhétorique impérialiste basée sur la question des droits de l'homme, etc. On a vu ça. Et où il y a un ensemble de confusions qui amène à partir d'une lecture impérialiste occidentale des droits de l'homme, on dit que les terroristes sont des innocents a priori et qu'il faut les passer devant un tribunal pour décider s'ils sont terroristes ou pas. Troisièmement, Fabrice, on voit très bien le lien que les impérialistes, parrains des terroristes dans le Sahel, ont réussi à faire entre ce qu'ils appellent la protection de la population civile et la protection des terroristes. Ce qui rend extrêmement difficile le déploiement des forces armées. Parce qu'à un moment donné, quand on dissout entre guillemets, les terroristes au sein de la population civile, c'est pour tuer les pays, c'est pour justement paralyser la capacité de l'armée à rétablir l'ordre et à neutraliser les terroristes. Alors qu'en même temps, on fait croire qu'il y a un consensus mondial pour lutter contre le terrorisme. Donc, je pense qu'il est logique qu'aujourd'hui, les perspectives de l'ARS soient les plus élargies possibles. Voilà. Donc, quand on lutte, Fabrice, il est démontré que l'Occident, étant le parrain des terroristes, diabolise les dirigeants et les États qui sont en première ligne contre le terrorisme et les terroristes. On vous diabolise. Et qu'est-ce qu'on met en avant? Que vous violez massivement les droits humains, et de ce fait, vous courez le risque, n'est-ce pas, d'être traduit devant les tribunaux internationaux, entre guillemets. Vous voyez très bien ce que ça veut dire. Donc, parce que c'est clair. Donc, nous savons très bien que les terroristes sont au service d'un agenda. La recolonisation du continent africain par l'affaiblissement des États. C'est-à-dire affaiblissement des États par des formes asymétriques de déstabilisation militaire. C'est ça le terrorisme. Ça permet donc de recoloniser le pays en venant vendre, mon cher Fabrice, la sécurité là où on a créé l'insécurité. On vient vendre la sécurité. Et quand on vend la sécurité, c'est en échange de votre souveraineté. Il faut bien voir cette logique-là. On l'a bien compris depuis en Afrique. Ça fait 15 ans que nous avons insisté sur cette notion-là. Aujourd'hui, ça court les rues. Mais il faut toujours rappeler ça quand c'est nécessaire. Donc, c'est une question de souveraineté. C'est une question
déterminante, c'est une question hautement stratégique pour les pays de l'AES que de clarifier leurs perspectives en matière de justice internationale. C'est très important. Donc, ça c'est un. Il y a même l'autre, il y a la dimension idéologico-civilisationnelle, mon cher Fabrice. C'est-à-dire que, à partir du moment où ces régimes ont été longtemps mis au banc de la communauté de certains, constitués par certains pays, la France, certains pays de l'Union européenne, etc., ou des régimes illégitimes, des putsch, etc. Donc il y a une volonté de discréditer, du point de vue idéologique, du point de vue civilisationnel, de discréditer ces régimes-là, de discréditer leurs dirigeants et les mettre un peu au banc d'une certaine communauté, soi-disant internationale. Donc, de ce point de vue, la bataille idéologique et la nécessité pour ces régimes de consolider leurs identités et de l'assumer passe par des actions de ce genre. C'était déjà le cas lorsqu'on a vu les États de l'AES être en première ligne pour reconnaître, par exemple, les États, les oblasts, ukrainiens, russes, ouais, qui désormais sont devenus russes. Russes, absolument. Le faire avant que être en première ligne, alors que l'Occident continue à dire que nous ne reconnaissons pas ces élections, nous ne reconnaissons pas ce référendum. Voilà, ces référendats, nous ne les connaissons pas. Donc, c'est une démarcation forte, mon cher Fabrice. C'est une démarcation forte, c'est une affirmation forte du point de vue du positionnement international de ces États-là, qui s'inscrivent de cette manière-là dans ce qu'on appelle l'axe de la multipolarité mondiale. Très important. Or, Fabrice, comment être sincère dans cette affirmation idéologique et stratégique au niveau international, tout en restant dans le carcan de ce sale truc qu'on appelle CPI et sa soi-disant Convention de Rome. Ça devenait insupportable. Ça rendait difficile non seulement la lutte que ces pays-là mènent pour la montée en puissance de leurs armées, mais aussi en même temps leur capacité à sauvegarder leur identité dans un contexte où on fait tout pour les discréditer, les délégitimer et dire que non, ce sont des régimes étranges, vraiment, ils n'ont pas de place dans la communauté mondiale. C'est important. C'était important de faire ça. Ah, c'est un. Ça s'inscrit dans un mouvement historique de panafricanisme, tout le premier pan du combat panafricaniste, à savoir que, Fabrice, c'est quoi cette Cour pénale internationale? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette Cour? Ça signifie quoi? Pendant 15 ans, nous avons déconstruit ce machin, nous l'avons liquidé complètement à tout point de vue. Et le projet totémique, le procès totémique qui a permis de liquider cette affaire, c'est le procès de Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, où on a vu très bien ce que valait la CPI. Et à la faveur de ce procès, on a vu que la CPI était la cour la plus corrompue au monde, où tous les procès sont trafiqués, faussés, où le procureur c'est un mercenaire qui est dans des trafics pour les verdicts sont trafiqués, etc. Et que derrière tout ça, il n'y avait que de la géopolitique. Il n'y avait que de la géopolitique. Et en plus, son caractère raciste, en plus, cette cour-là était réservée à une catégorie de présidents, les présidents africains. Comme que de l'AES le précise d'ailleurs. C'est une institution totalement discréditée à tout point de vue, qui s'est avérée être un outil géopolitique pour infantiliser les Africains, pour recoloniser le continent africain. Mais des pays qui sont en première ligne dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique, mon cher Fabrice, ne peuvent que dénoncer ce traité-là et s'en retirer. Donc c'est un événement historique. C'est une dimension historique certaine et incontestable. Donc c'est pour ça que nous attendons, nous attendons rapidement la consolidation de la dynamique autour de la Cour de justice du Sahel. Voilà, il faut rapidement parachever
processus de sa mise en place rapidement et voir le niveau de perspective qu'on va donner à cette Cour de justice. C'est très important, mon cher Fabrice. Donc, nous saluons ça. Ouais. Alors maintenant... Nous saluons effectivement les ONG de Human Rights Watch, que disent de George Soros, redoutent et dénoncent d'ailleurs un recul des droits humains du côté du Mali. D'ailleurs, certaines communications laisseraient croire que la Cour pénale était d'ailleurs en train de travailler sur des dossiers pour tenter de faire la lumière autour des crimes des crimes commis notamment au sein de l'AES bien pendant toute cette période où effectivement les opérations militaires sont menées à l'effet de réduire à sa plus simple expression possible la menace terroriste. La Cour, du moins ces ONG, pensent que la démarche de ces trois pays de l'AES c'est comme une fuite en avant pour empêcher effectivement la Cour de pouvoir se saisir d'un certain nombre de réalités ou alors de bavures qui peuvent être qualifiées comme étant notamment des crimes ou alors à la limite même des génocides commis du côté de l'AES. Vous savez, depuis que aussi longtemps que le Burkina, le Mali et le Niger étaient au bord de la disparition, vous avez entendu la CPI, vous avez entendu ces ONG s'élever. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Maintenant, dès que les États de ces pays-là se sont relevés et que des patriotes sont arrivés au pouvoir pour redresser leur pays, qu'est-ce qu'on voit? On assimile tout ce qu'ils font à la violation des droits de l'homme et à des crimes internationaux. Raison de plus pour affirmer, donner de l'identité à ces pays-là. C'est-à-dire qu'il faut assumer son identité, il faut donner une perspective globale à l'identité politique de ces pays-là. C'est-à-dire, c'est clair et net. Tout à l'heure, je vous ai dit à quel niveau se joue la bataille. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Occidentaux ont réussi à... Ils n'ont pas honte, puisqu'on voit ce qu'ils font à Gaza. Ils ont réussi, ils ont laissé tomber le masque. Mais certains refusent de voir le visage hideux. C'est-à-dire que tant que les terroristes étaient en première ligne dans le Sahel, il n'y avait pas... C'était silence radio. Silence radio, d'ailleurs même, On dirait quand même qu'ils ont interpellé l'un des leaders, son nom va me revenir tout à l'heure, malien, qui a été notamment condamné auprès de la Cour pénale internationale. Non, c'est n'importe quoi. Les terroristes qu'on a tués et ceux qu'on a arrêtés, ça relève d'une grande diversion. C'est-à-dire que généralement, celui qu'on arrête et ceux qu'on tue sont ceux qui sont hors de contrôle, sont ceux dont l'action est de nature, à un moment donné, de jeter le discrédit ou bien de semer de la confusion dans la stratégie élaborée par ces puissances-là dans leur relation incestueuse, entre guillemets, avec les terroristes. C'est clair et net. Donc, puisque, comment donc expliquer, mon cher Fabrice, qu'avec la présence de toutes ces troupes-là militaires, on a vu une telle montée du terrorisme et des terroristes. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ces États étaient abandonnés à leur propre sort. Totalement abandonnés. Mais la meilleure, qui se souciait à ce moment-là du sort des populations? Qui se souciait à ce moment-là? On avait l'impression que la dignité, la valeur de la population valait moins qu'un terroriste. Elle n'existait même pas. Voilà. Plus les terroristes tuaient les populations, plus c'était dans l'ordre des choses. C'était dans l'ordre des choses. Et tout ce qu'on venait offrir à ces États, c'est de dire, ok, vous savez maintenant pourquoi on vous aide, vendez-nous tout, signez-nous les accords éternels dans votre sous-sol, etc. Appelez ça les accords éternels. Oui, bien sûr, c'était ça qui nous restait. Donc, vous voyez très bien que ça fait donc que la lutte contre le terrorisme, n'est-ce pas, est déclassée par la lutte des Occidentaux contre les régimes qui luttent contre le terrorisme. Je répète, la lutte contre le terrorisme, objectif global, apparemment partagé par tous les États du monde entier, dont les pays occidentaux, a été relégué à l'arrière-plan, mon cher Fabrice, pour justement faire la guerre aux États qui luttent contre les terroristes. C'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on dit, ok, d'accord, élection pour élection, élisez les dirigeants,
même si vos pays disparaissent, on peut faire les élections dans un cimetière. Un pays s'écroule, il n'y a plus d'État. On dit non, allez faire les élections. Et celui qui est élu là, il est assis, il n'est pas capable de lutter contre les terroristes. Oh non, quand même, c'est bon, viens t'asseoir ici, tu as été élu au suffrage universel. Donc on voit très bien ce qui est en train de se jouer, c'est-à-dire que les Occidentaux, les États occidentaux montrent aujourd'hui quel est leur camp. Ce sont les protecteurs des terroristes. Ils protègent les terroristes sous couvert de lutter pour la démocratie et de promouvoir les droits de l'homme. Donc, je viens de le dire. On vous dit carrément que, bon, ok, les droits de l'homme sont plus importants que l'existence de l'État, de la nation. Le territoire peut être totalement perdu, il peut être divisé, etc. Les droits de l'homme priment là-dessus. Évidemment que c'est une approche totalement idéologique, c'est une approche criminelle, n'est-ce pas, de ces enjeux-là, qui est inacceptable, Fabrice. C'est inacceptable. Donc, les ONG dont vous parlez là, de ce voyou qu'on appelle Georges Soros, ces ONG-là, mais participent simplement de la multinationale qui vit du commerce des droits de l'homme. Amnesty International, tous ces soi-disant, cette kyrielle d'ONG, on sait aujourd'hui, participent de ce qu'on appelle le business des droits de l'homme. C'est un business, chef Fabrice. C'est un business qui rapporte au gros à ses parrains, les gens Soros à consort, qui derrière tous ces discours sont des experts, les grands maîtres de la prédation internationale pour voler les matières premières dans les nations, démembrer les pays et affaiblir les États dans le cadre de la prédation internationale. Pour la simple raison que, Fabrice, si il est question vraiment des droits de l'homme, on ne peut pas opposer l'État, on ne peut pas opposer l'État et la défense des droits de l'homme, parce qu'il n'y a pas de droits de l'homme sans État. C'est quoi cette promotion des droits de l'homme où l'État a priori est défini comme étant un ennemi de la protection des droits de l'homme, a priori, et que désormais les droits de l'homme sont mieux défendus par des ONG qui n'ont aucun État à gérer et qui ont pour seul bureau la reconnaissance internationale qu'on leur a donnée à l'ONU et ils pondent des rapports dans leur siège. Donc c'est la négation des droits de l'homme à tout point de vue. Il n'y a qu'à lire la Charte des Nations Unies pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc des États, il n'y a pas de respect ni de promotion des droits de l'homme sans les États. Un, Fabrice. Deuxièmement, si on veut critiquer le rapport que les États ont aux droits de l'homme, mais ce n'est pas à une ONG irresponsable à tout point de vue, à partir d'un moralisme déraciné, de venir dresser un classement de pays qui violent les droits de l'homme, à partir desquels, soi-disant, on devrait soit sanctionner ces nations, soit, je ne sais pas, leur donner une certaine notation au niveau international. C'est de l'imposture. C'est de l'imposture, ça n'a pas de sens. C'est d'autant plus que dans le monde entier, nulle part, il n'y a de respect des droits de l'homme tel que ces ONG font semblant de les définir. Et que quand ce ne sont pas des États africains, ces ONG, leur discours, leur parole ne vaut absolument rien. Et ce ne serait jamais permis de classer un État occidental, de lui donner une notation qui puisse mettre cet État-là au banc de la communauté mondiale, ou bien faire que cet État perde sa respectabilité. Quand les droits de l'homme sont violés en France, est-ce que ça devient un sujet de relations internationales qui permet de désormais déterminer les relations qu'on aura avec la France? Pas du tout. C'est vrai pour les Américains, on peut continuer. Donc, mais quand c'est les pays africains, regardez à quel niveau on va. C'est-à-dire que la souveraineté du pays disparaît, un État mis sur une l'égalité Avec les terroristes. Qu'une ONG dirigée par des petits garçons, des petites fillettes, qui ne savent même pas de quoi ils parlent et qui n'ont pas de responsabilité, qui n'ont le mandat de personne. Le mandat est purement moral. Vous vous rendez compte? Ils ont un mandat moral qui se sont octroyés à partir d'une lecture mondialiste des droits de l'homme, une lecture fausse et étriquée des droits de l'homme, n'est-ce pas, qui réduit les droits de l'homme à la lecture politique qu'on en fait, Fabrice. Alors que dans la Charte des Nations Unies, je vous ai indiqué, les droits de l'homme sont indivisibles. Jusqu'à aujourd'hui. Allez lire. Les droits de l'homme sont indivisibles. Mais vous avez des gens
qui ont divisé les droits de l'homme et qui ont décidé de s'occuper de la version politique des droits de l'homme. Et à partir de là, il y a une idéologie internationale qui est née, à partir desquelles les États sont classés, sont notés, au point même de voir désormais leur situation internationale déterminée par ces classements-là. Non, c'est de l'impérialisme, mon cher Fabrice. C'est une stratégie de l'impérialisme. Donc on comprend très bien que, à partir du moment où M. Soros et tous les parrains de ces ONG ne sont plus en capacité d'aller prédater les matières premières dans ces endroits-là, mais ils doivent honir et haïr ces États et les désigner comme étant des États qui violent les droits de l'homme. À partir du moment où, grâce à la montée en puissance des armées, les terroristes sont en voie de perdre leur raison d'être, à savoir s'aimer le chaos, pour que justement justifier la captation des matières premières, ben, il faut les protéger. Et comment est-ce qu'on les protège? En faisant pression sur les États, c'est la notion de droit de l'homme. Donc, c'est très important de bien comprendre ce qui est en train de se jouer. Il n'est pas question de droit de l'homme, parce que M. Georges Soros ne sait pas ce que c'est. C'est un bandit international. Et d'ailleurs, on espère que ce qui se passe aux États-Unis, ça va amener les gens à comprendre ce que nous on dit depuis des années. Affaire Epstein. Voilà. Même pas Epstein, c'est pas Epstein. Il y a Donald Trump, il y a des poursuites qui sont envisagées contre lui. Tout à fait. Contre M. Soros. Trump Voilà. a été clair. Hein, Voilà. Par rapport à ça. Ouais. Donc, il finance ce qu'il fait là. Il fait aux États-Unis, il finance la violence, il finance des groupes qui sont extrêmement violents. Voilà. Au nom des droits de l'homme, au nom de l'idéologie de la Open Society. Voilà. Open Society, c'est la société qui a créé, cette société civile créée par George Soros, avec une idéologie pas possible, avec une idéologie qui pousse au paroxysme, n'est-ce pas, une interprétation anarchique, quasi nihiliste des droits de l'homme, mais au service, mon cher Fabrice, d'un projet de prédation qui profite à ce spéculateur devenu milliardaire, qui lui permet de fructifier ses affaires, de faire ses affaires. C'est ça le problème. Voilà, donc il est important de relever ça pour donner du sens à cette décision et mettre la vérité sur la table. Je dois être clair. Quand on parle de droits de l'homme, M. Soros n'est pas qualifié pour en parler. Quand on parle de droits de l'homme, Amnesty International et les ONG ne sont pas qualifiés pour en parler. Parce qu'on voit bien que dans les relations internationales, il n'y a pas de droits de l'homme. On ne sait pas ce que c'est. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que, qu'on se comprenne bien, hein, je ne suis pas en train de faire la promotion de régimes qui considèrent que les êtres humains n'ont pas de droits. N'ont pas de droits. Je ne suis pas en train de dire que un État, pour qu'il soit État, c'est la disparition des droits liés des droits des individus. Non, c'est pas ce que tu es en train de dire. Ce que je te dis, c'est que l'idée des droits de l'homme là, qui est sur la table là, n'a rien à voir avec la liberté des gens. Mon cher Fabrice. Rien à voir. C'est un masque que les gens revêtent pour des agendas impérialistes, les agendas de recolonisation, les agendas de prédation internationale. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, si on veut qu'on parle des droits de l'homme, on met sur la table, on parle, on revient donc sur les vrais droits de l'homme, à savoir indivisible, l'indivisibilité. Alors, on mettra sur la table les conditions économiques, les conditions politiques, les conditions culturelles, les conditions sociales qui sont indispensables et nécessaires pour que la notion de droit de l'homme ait tout son sens. En référence à la Charte des Nations Unies. Donc, Amnesty International, ça peut épater les naïfs, mais ça ne vaut rien ça, parce que du point de vue même de l'idée qui se font les droits de l'homme, vraiment ça fait pitié. Il n'y a rien à voir là-dedans. Il parle de tout sauf ça. Donc, l'Open Society de M. Soros, pareil. On est dans l'impérialisme droit de l'hommiste. C'est-à-dire un impérialisme de type moral qui masque les crimes les plus abjects. Mon cher Fabrice, la preuve, si l'Occident croyait aux droits de l'homme, Gaza. On va y revenir. Gaza parle plus que tout. Mais avant Gaza, RDC. RDC, Le Soudan. La Libye, la Côte d'Ivoire, le Sahel. On peut citer, c'est-à-dire, on peut citer, il n'y a plus. Je ne parle même pas de la France, je ne parle même pas de la France, etc. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? On peut aller plus loin, Fabrice. C'est-à-dire que
droits de l'homme. Ok. De quel homme parle-t-on? À partir du moment où les LGBT sont l'horizon indépassable de ces droits de l'homme. Mais de quel droit on parle de quoi? Puisque les LGBT, c'est la négation de l'homme. L'homme là, quand on dit droit de l'homme, on parle de quel homme? Vous voyez qu'il y a des problèmes conceptuels, paradigmatiques de haut niveau qu'il faut élucider quand on parle de cette affaire-là. Alors que vous avez en face des gens qui ont ramassé, qui se cachent derrière l'idéologie droit de l'hommiste, c'est-à-dire idéologie droit de l'hommiste, c'est-à-dire que droit de l'homme, une fiction, mais qui est très efficace pour déstabiliser les États africains. Très efficace pour la simple raison que, mon cher Fabrice, des États font face à des situations sociales extrêmes, n'est-ce pas, extrêmes, et elles doivent aussi en même temps, dans de telles conditions, garantir les droits de l'homme, version idéologique là. Mais écoutez, un État qui n'a pas les capacités économiques de répondre aux besoins de la population, en même temps, comment vas-tu faire pour garantir les droits, mon cher Fabrice? Vous êtes tiraillé entre la nécessité de garantir la sécurité, de créer les conditions d'une prospérité économique qui puisse être partagée en proportion, n'est-ce pas, des besoins sociaux de la population. Tout ça, vous n'avez pas la capacité de le faire à cause d'un système international unique, prédateur. Mais ce sont les agents du système qui viennent vous juger et vous dire que vous êtes des gens qui veulent le droit de l'homme quand vous luttez pour la sécurité du pays, etc. Donc on est dans un enfer, une situation infernale qui a été créée de toutes pièces pour affaiblir nos États et pour dérouler le tapis rouge, n'est-ce pas, à la recolonisation du continent africain. Inacceptable. Merci à vous. Voilà. On aurait souhaité effectivement voir cette même posture de ces ONG de Human Rights Watch au moment où la Hongrie avait décidé de claquer la porte de cette Cour pénale internationale il y a bien des années. On espère davantage que la démarche des pays de l'AES pourra, pourquoi pas, avoir un effet domino. On avait eu une démarche en son temps portée par l'Afrique du Sud, le Burundi, je crois, un troisième pays qui avait souhaité claquer la porte. Le Kenya. Seul le Burundi est allé jusqu'au bout parce que l'Afrique du Sud reste encore signataire, en tout cas, de ce traité de Rome. L'AES nous a certainement donné du grain à moudre à ces pays qui traînent encore le pas. Il faudra effectivement pour le continent africain de pouvoir se réorganiser à l'effet d'avoir des cours qui répondent notamment à leurs valeurs, on va dire, anthropologiques, à l'effet de gérer notamment ces dynamiques. Et pour vous, Président, il n'y a pas de droits de l'homme séparés. Il faudra gérer cette question dans sa globalité parce que les droits de l'homme, c'est la question politique, économique, l'Occident sociale. ne sait pas de quoi il parle. Et donc, il faudra véritablement traiter cette question au fond, sinon, vous, Human Rights Watch... C'est parce que, vous savez, on a été terrorisé pendant longtemps par le fait qu'on nous a mis en avant la Révolution française, etc., la Révolution américaine, anglaise, et du coup, donc, ces pays-là ont paru pendant très longtemps comme étant des modèles en la matière, mais ça fait rire. Parce qu'en même temps on parle de la Révolution française, on ne parle pas de la Révolution haïtienne. Et c'est pourquoi elle est la conséquence, mon cher Fabrice. Quand on parle de la Révolution américaine, on passe sous silence la question des Noirs aux États-Unis. D'où ça vient, à partir depuis l'esclavage jusqu'à la question des Noirs aux États-Unis. Quand on parle de droits de l'homme en anglais, quand on parle de la Révolution anglaise, on ne parle pas de l'Empire britannique. Et ce que ça signifiait, c'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. En même temps que les gens vous parlent de droits de l'homme, en même temps ces gens-là ont créé toutes les conditions historiques pour les nier. Mais l'idéologie droit de l'hommiste, Fabrice, a ceci de particulier. Cette idéologie-là a réussi à vous dire que non, indépendamment de ces contingences, c'est ça qu'ils appellent ça, l'esclavage, de la colonisation, indépendamment de ces contingences-là, indépendamment du fait néocolonial, etc. Non, que les droits de l'homme n'ont rien à voir avec ça. La lutte des droits de l'homme parle de l'individu, d'un être humain, d'un homme, comment on dit ça, d'un homme qui, lui, est irréductible, mon cher Fabrice, à ces contingences de l'histoire. Donc, on parle d'un homme fictif. On parle d'un homme idéologique, parce que l'homme concret, l'homme réel, est inséparable de tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, il faut donc
cela appelle une... Comment on appelle ça? Une nouvelle investigation qui doit déboucher sur une nouvelle lecture, une nouvelle définition de la question des droits de l'homme. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, l'homme là, mon cher Fabrice, il n'existe pas. Il est où? Il est où? Il n'y a pas l'homme. Il y a des États. Il y a des nations. Il y a des individus qui appartiennent à des nations. Si vous voulez, Fabrice, si vous voulez extraire un homme universel qui serait quelque chose n'ayant aucun lien avec les nations, etc., ok, on y va. Dans ce cas, ben, pourquoi vous faites l'impasse sur l'impérialisme? Pourquoi vous faites l'impasse sur la colonisation, l'esclavage, les formes que ces phénomènes revêtent aujourd'hui? Puisque ces phénomènes-là participent de la négation, justement, de votre entreprise, qui est celle de nous définir un être humain, indépendamment de cette contingence historique. Donc, c'est un vrai débat. C'est un débat sérieux. C'est pour ça que je salue la vision des pays de l'AES, mais tout en indiquant qu'il faut que l'Afrique s'empare de ce débat, et pour que désormais, n'est-ce pas, nous fermons le bec à l'Occident sur la matière, en démontrant que l'Occident ne peut pas parler des droits de l'homme. Il ne peut pas, il n'est pas qualifié pour le faire. Toute son histoire démontre que s'il y a une ère historique qui est contre les droits de l'homme, qui est la négation de